Et bonjour, bienvenue dans cette 5e partie de l'étude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur terrestre. Alors jusque-là, on a essentiellement préparé le terrain. Mais maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Et nous allons jouer notre plus belle carte. Nous allons appliquer et utiliser le principe fondamental de la dynamique. Isaac Newton est né en 1642, c'est l'année de la mort de Galilée. Newton, le grand physicien britannique, auquel nous devons une œuvre majeure dans l'histoire des sciences et de la physique, Principia, les principes mathématiques de la philosophie naturelle. La philosophie naturelle, c'est comme ça qu'on appelait la physique à l'époque, et principes mathématiques parce que Newton, comme Galilée, a bien compris que pour décrire le monde qui nous entoure, il fallait utiliser les mathématiques. Alors, cette version des Principia, la version française, est préfacée par Voltaire, quand même, et puis elle a été traduite, cette version, par la marquise du Châtelet, qui était elle-même une grande scientifique. C'est dans cet ouvrage qu'est énoncé le principe fondamental de la dynamique. Alors je ne résiste pas à l'envie de vous lire l'énoncé original de ce principe. C'est la loi 2 dans cet ouvrage, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi la deuxième loi de Newton, et il s'énonce comme suit. Les changements qui arrivent dans le mouvement sont proportionnels à la force motrice et se font dans la ligne droite dans laquelle cette force a été imprimée. Alors nous allons le voir, l'énoncé de cette loi peut aussi s'exprimer sous la forme d'une équation qui fait intervenir des vecteurs. Ça sera l'énoncé moderne du principe fondamental de la dynamique que nous allons découvrir maintenant. Alors intéressons-nous à l'énoncé moderne du principe fondamental de la dynamique, qu'on abrège souvent sous la forme PFD, qui est donc une expression vectorielle, comme on peut le voir ici, ce sont des vecteurs dans cette équation. Dans le membre de gauche, on a la résultante des forces, sigma F extérieur. Qu'est-ce que cela signifie ? Bien, on imagine un système ponctuel par exemple, le point M ici, et on imagine que sur ce système agissent plusieurs forces. Donc on imagine une force F1 par exemple, et puis une force F2. L'idée de la résultante des forces, c'est de remplacer ces deux forces F1 et F2 par une seule qui leur soit équivalente. Et pour trouver cette force, c'est assez simple, il suffit d'ajouter vectoriellement F1 et F2. Donc la résultante des forces est égale ici au vecteur F1 plus le vecteur F2. Alors attention, c'est une somme vectorielle, c'est pas une somme de nombres, c'est une somme de vecteurs. Donc on peut par exemple réaliser cette somme de manière géométrique. Donc autrement dit, l'idée générale, c'est de remplacer l'ensemble des forces qui agissent sur un système par une seule qui leur est équivalente. On ne tient compte que des forces extérieures au système. S'il y a des forces à l'intérieur du système, on ne les gère pas, on n'en tient pas compte. Par exemple, si votre système est une boîte en carton dans laquelle il y a un petit hamster qui pousse sur les parois de la boîte, l'action exercée par le hamster sur la paroi de la boîte ne doit pas être prise en compte. Alors dans ce principe fondamental de la dynamique, on a bien entendu aussi la masse du système. Donc cette masse doit être exprimée en kilogrammes, c'est l'unité du système international. Et puis on voit, dernière chose, que nous avons le vecteur accélération qui intervient. Alors un point très important, l'énoncé de ce principe est incomplet. Il manque une information capitale, c'est que cette expression n'est vraie qu'à une condition très précise, c'est qu'on se place dans un référentiel galiléen. Dans un référentiel galiléen. Cette loi devient fausse dans n'importe quel référentiel qui n'est pas galiléen. Et nous comprenons mieux maintenant pourquoi dans la partie 2, nous avons fait l'hypothèse que le référentiel d'étude pour notre balle de golf, le référentiel terrestre, nous avons fait l'hypothèse que ce référentiel est galiléen. Sans cela, impossible d'appliquer cette seconde loi de Newton. Alors, analysons ce principe fondamental de la dynamique
à travers une première situation, celle d'un système qui n'est soumis à aucune force, ou ce qui revient au même, un système soumis à plusieurs forces, mais ces forces, vectoriellement, se compensent. Ça revient à dire que la résultante des forces, sigma f extérieur, est égale au vecteur nul. La conséquence, c'est que dans notre deuxième loi de Newton, ce terme-là sera égal au vecteur nul. Donc on peut écrire que la masse du système multipliée par le vecteur accélération est égale au vecteur nul. On a un produit qui est nul, soit c'est la masse qui est nulle, soit c'est le vecteur accélération. Évidemment, la masse de notre système ne peut pas être nulle. Donc, par conséquent, le vecteur accélération est égal, dans notre première situation, au vecteur nul. On se souvient de la définition de notre vecteur accélération. Le vecteur accélération, il est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et dans notre cas, cette accélération est nulle. La conséquence, c'est nécessairement que le vecteur vitesse est égal à une constante. Le vecteur vitesse reste constant en direction, en norme, en sens. Oui, puisque seule la dérivée d'une constante est égale à un vecteur nul. Il y a à partir de là deux possibilités. Un vecteur vitesse constant, cela veut dire que notre système est soit en mouvement rectiligne uniforme, c'est-à-dire que le système va se déplacer en ligne droite et à vitesse constante, soit le système est immobile, au repos. Oui, puisque dans ce cas-là, le vecteur vitesse est en permanence égal au vecteur nul, ce qui est aussi une constante. Eh bien, ce qu'on reconnaît ici, ce n'est rien d'autre que le principe d'inertie. Le principe d'inertie, il a été énoncé par Galilée. Un système qui n'est soumis à aucune force ou sur lesquels les forces se compensent, est soit en mouvement rectiligne uniforme, soit immobile, c'est notre principe d'inertie. Et ce principe a été repris ensuite par Newton, il l'a baptisé la première loi de Newton, c'est sa première loi. Et donc, c'est satisfaisant parce que cela signifie que le principe d'inertie est contenu à l'intérieur de la seconde loi de Newton. Bien entendu, que ce soit le principe d'inertie ou le principe fondamental de la dynamique, cela n'est vrai que si on se place dans un référentiel galiléen. Alors, deuxième situation maintenant, bien la situation opposée où la résultante des forces est différente du vecteur nul. Les forces ne se compensent pas. La conséquence, c'est que le produit de la masse fois le vecteur accélération est différent du vecteur nul, et donc il existe un vecteur accélération différent de 0. Donc première leçon de cette seconde loi, c'est que les forces vont induire l'existence d'un vecteur accélération. Le vecteur accélération correspond à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Étant donné que cette dérivée est non nulle, eh bien, cela signifie que le vecteur vitesse va varier. Il va changer, il va évoluer. Alors, il peut le faire en termes de normes, c'est-à-dire on peut passer d'un vecteur vitesse plus ou moins long à un vecteur vitesse plus court. Donc ça signifie que la valeur de la vitesse de notre système va changer, va évoluer. Mais n'oublions pas que le vecteur vitesse peut aussi changer, varier en termes de direction. Donc ça se traduit par une inflexion de la trajectoire de notre système. Donc pour résumer, quand des forces agissent sur un système, ça induit l'existence d'un vecteur accélération, et ce vecteur accélération nous décrit l'évolution du vecteur vitesse, c'est-à-dire le changement de l'état du mouvement du système. Un autre enseignement de cette seconde loi de Newton, c'est que son expression implique que le vecteur résultante des forces et le vecteur accélération, eh bien, ce sont deux vecteurs qui sont nécessairement collinéaires. Donc collinéaire, cela veut dire que les deux vecteurs auront la même direction et le même sens également, puisque la masse ici est un nombre qui est nécessairement positif. Donc
Quand on connaît le vecteur résultante des forces, quand on connaît sa direction et son sens, ça veut dire qu'on connaît aussi la direction et le sens du vecteur accélération. Ce sont les mêmes. D'autre part, puisque ces deux vecteurs sont collinéaires, cela veut dire aussi que l'expression peut s'écrire avec les normes à la place des vecteurs. On a le droit d'écrire la même expression avec les normes parce que les vecteurs sont collinéaires. Donc ça signifie que la norme de la résultante des forces, qui est un nombre qui s'exprime en newton, est égale à la masse du système en kilogrammes, multipliée par l'accélération en mètres par seconde au carré. Donc je vais préciser les unités. Ici on a des newtons, ici on a des kilogrammes, et ici nous avons des mètres multipliés par des secondes à la puissance moins 2. Si on retourne cette relation, pour exprimer l'accélération, la norme de l'accélération, on voit que l'accélération est égale à la norme de la résultante des forces divisée par la masse. Et cette expression nous donne une bonne idée de ce qu'on appelle l'inertie d'un corps. L'inertie d'un corps, l'inertie d'un système, c'est sa tendance à rester immobile ou à rester en mouvement rectiligne uniforme lorsqu'on applique une force sur lui. Et ce que l'on voit dans cette expression, c'est que pour une force, pour une résultante des forces données, plus la masse du corps sera grande, plus l'accélération que l'on va obtenir sera petite, et inversement. Autrement dit, c'est beaucoup plus facile de modifier l'état de mouvement, je sais pas, d'un scooter par exemple, que celui d'un semi-remorque. C'est juste la question de la masse. La masse va conférer une certaine inertie au système et va faire que quand on va appliquer une force sur l'objet, l'accélération obtenue sera plus petite si la masse de l'objet est importante. Nous allons maintenant appliquer le principe fondamental de la dynamique dans une situation un petit peu plus complexe. On imagine un système ponctuel, je le représente par le point M ici, de masse petit m égale 2,0 kg, et ce système va être soumis simultanément à deux forces. La première, la force F1, est une force qui est horizontale et qui pointe vers la droite. Sa norme est égale à 10 newtons. Et une deuxième force, modélisée par le vecteur F2 ici, dont la norme vaut 3 newtons, et qui forme avec la direction horizontale un angle que je vais appeler alpha, qui sera égal à 60 degrés, donc l'angle alpha ici, et donc un angle de 60 degrés. L'objectif de notre étude va être de déterminer l'accélération de notre système. La première chose qu'on peut faire, c'est s'intéresser à la résultante des forces. Donc la résultante des forces, par définition, c'est la somme vectorielle des forces qui agissent sur le système. Donc ça sera simplement la somme du vecteur F1 plus le vecteur F2. Donc on peut construire cette somme géométriquement. Il suffit d'enchaîner nos deux vecteurs, de les mettre en file indienne en quelque sorte. Et par exemple, je peux partir du point M, parcourir le vecteur F2 et ajouter ensuite le vecteur F1. Donc il faut vraiment que j'en fasse une copie conforme, même direction, même sens et même norme. Donc voici une copie du vecteur F1. Et pour trouver la résultante des forces, il va suffire que je parte du point de départ de ma construction, qui est ici, pour aller directement au point d'arrivée, là. Et ainsi, j'aurai donc mon vecteur somme. Donc vecteur résultante des forces. Donc finalement, dire que notre système est soumis à deux forces F1 et F2, ou dire qu'il est soumis à une seule force sigma F, ça revient exactement au même. Alors appliquons maintenant notre principe fondamental de la dynamique, puisque ce principe nous dit en gros que si on connaît la résultante des forces, ça va nous permettre d'obtenir des informations sur l'accélération que va subir le système. Alors dans notre situation, on a deux forces, donc sigma F, c'est F1 plus F2, qui est égal à la masse fois l'accélération. Quand une expression est vraie pour les vecteurs,
elle est vraie aussi pour les composantes de ces vecteurs. Donc on a choisi deux axes sur notre figure, l'axe OX et l'axe OY, que l'on voit ici. Et donc chacun de mes vecteurs, que ce soit les vecteurs force ou même le vecteur accélération, possède deux composantes. Une composante horizontale en X et une composante verticale en Y. Donc notre expression vectorielle, on va la réécrire sur chacun de nos deux axes. Donc selon l'axe OX, on peut écrire que F1x plus F2x est égal à la masse fois AX. C'est exactement la même expression que pour les vecteurs, mais avec les composantes. On procède de la même manière sur l'axe OY, selon l'axe OY. On aura donc F1y plus F2y est égal à M fois AY. Notre objectif va être de déterminer les valeurs et les caractéristiques de AX et de AY. Alors notre mission maintenant, c'est de déterminer les composantes horizontales et verticales de nos vecteurs force. Alors revenons à la figure ici et commençons par la situation la plus simple, à savoir le vecteur F1. Le vecteur F1, il a deux composantes, F1x et F1y. Et quelque chose d'évident, c'est que, étant donné que le vecteur est horizontal, il n'a pas de composante verticale. Donc cela signifie que F1y est égal à 0 newton. F1x correspond tout simplement à la norme du vecteur F1. Norme, je vais lui associer un signe plus, puisqu'on voit que le vecteur F1 et l'axe OX vont dans le même sens. Pour le vecteur F2, c'est un petit peu plus épineux, puisque cet angle forme un certain angle avec l'horizontale. Et donc notre vecteur F2 aura bien deux composantes lui aussi, F2x et F2y, mais pour trouver l'expression de ces composantes, il va falloir faire un petit peu de trigonométrie. Donc en fait, la composante verticale de notre vecteur F2, on la voit, elle est ici. Donc ça, c'est F2y, la composante verticale, elle est parallèle à l'axe OY. Et la composante horizontale, elle est ici. Donc ça, c'est F2x. Et donc, on a notre angle alpha. Donc finalement, dans ce triangle rectangle, on a l'hypoténuse du triangle qui correspond à la norme du vecteur force, donc 3 newtons de mémoire. On a le côté adjacent à l'angle alpha qui correspond à la composante f de x et la composante f de y qui correspond au côté opposé. Donc on peut écrire nos fonctions trigonométriques, celle du cosinus et celle du sinus, dans notre triangle rectangle. Qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, cela va donner donc le cosinus de l'angle alpha qui sera égal au côté adjacent, c'est-à-dire f de x sur la longueur de l'hypoténuse, la norme de la force F2, et sinus alpha, qui sera égal au côté opposé f de y sur la norme de notre vecteur force. En retournant ces relations, on obtient f de x qui sera égal à f2 fois cosinus alpha, et d'autre part f de y qui sera égal à f2 fois sinus d'alpha. Alors prudence, n'oublions pas que les composantes sont des nombres qui peuvent être positifs ou négatifs en fonction du contexte. Et dans notre cas, on voit que notre vecteur f2, globalement, il va vers le haut, dans le même sens que dans notre axe OY. La conséquence, c'est que la composante verticale sera positive. Par contre, attention, on voit que notre vecteur f2, il penche un petit peu vers la gauche, c'est-à-dire dans le sens opposé à l'axe OX. C'est pour ça qu'il faut absolument attribuer le signe moins à la composante horizontale.
Voilà, donc maintenant qu'on a l'expression des composantes de nos deux vecteurs force F1 et F2, on va pouvoir utiliser ces expressions dans le principe fondamental de la dynamique, donc F1x, F2x, F1y et F2y. Nous allons les remplacer par les expressions que nous avons ici. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que F1x, donc c'est la norme de F1, plus F2x, alors attention, il y a un signe moins, c'est moins F2 fois cosinus alpha, et ça donc ce sera égal à la masse multipliée par l'accélération horizontale de notre système. Sur l'axe OY, on a F1y qui est égal à 0 et F2y qui est égal à F2 sinus alpha, donc égal à la masse multipliée par l'accélération verticale de notre système. Donc on va en tirer deux expressions. Une expression pour AX, où on a AX qui est égal à F1 moins F2 fois cosinus alpha, le tout divisé par la masse de notre système. Donc ça, c'est l'expression de l'accélération horizontale. Et notre accélération verticale, AY, qui est égale à F2 fois sinus alpha sur la masse. En remplaçant par les valeurs numériques qui étaient données ici, on a tout ce qu'il nous faut. On a la norme des vecteurs force, on a l'angle alpha, on a la masse du système. Donc on peut calculer cette accélération horizontale et cette accélération verticale. Et donc si on fait le calcul, on va passer un petit peu les détails, on trouve 4,2 mètres par seconde au carré pour l'accélération horizontale, c'est une composante qui sera positive. Et pour l'accélération verticale, nombre qui sera aussi positif dans cet exemple, 1,3 mètres par seconde au carré. Si on veut connaître maintenant la norme du vecteur accélération, on utilise le théorème de Pythagore, donc petit a qui sera égal à racine carrée de ax carré plus ay carré, c'est-à-dire racine carrée de 4,2 au carré plus 1,3 au carré, et le résultat 4,4 mètres par seconde au carré. Donc on a la norme de notre vecteur accélération sous les yeux. On a donc la norme de notre vecteur accélération, 4,4 mètres par seconde au carré, mais qu'en est-il de sa direction et de son sens? Eh bien, le principe fondamental de la dynamique nous dit que le vecteur accélération et le vecteur résultante des forces ont la même direction et le même sens, ils sont collinéaires. Donc si je remonte à mon schéma, eh bien, étant donné qu'on a tracé le vecteur résultante des forces en rouge, on peut ajouter le vecteur accélération qui sera collinéaire, donc même direction, même sens. Voici le vecteur accélération de mon système, vecteur petit a. Et donc on a calculé que la norme de A était égale à 4,4 mètres par seconde au carré. Donc en résumé, grâce au principe fondamental de la dynamique, à partir du moment où on connaît les forces qui agissent sur le système, on peut en déduire toutes les caractéristiques du vecteur accélération et donc savoir comment le mouvement va être modifié. Alors maintenant, revenons à notre problème de départ, celui de la balle de golf propulsée avec une certaine vitesse initiale à partir d'une certaine position. Cette balle de golf se déplace dans le champ de pesanteur uniforme. Est-ce qu'on peut appliquer le principe fondamental de la dynamique dans cette situation? Bien sûr que oui. Voyons ce que cela donne. Et voici notre trajectoire, la trajectoire de la balle de golf étudiée dans un système d'axes OX, OY. Et donc on se souvient que cette balle de golf est plongée dans un champ de pesanteur uniforme, donc je note petit g,
et que de ce fait, elle est soumise à une force qui s'appelle le poids, que je vais représenter en noir par exemple à cet endroit-là, le poids P de notre balle de golf, qui est égal à la masse de notre balle multipliée par le vecteur champ de pesanteur. Alors allons-y pour l'application de notre principe fondamental de la dynamique dans cette situation. Donc dans un référentiel galiléen, on sait que la résultante des forces extérieures qui agissent sur le système est égale à la masse du système multipliée par son vecteur accélération. Ici, on a une seule force qui agit sur notre balle, puisque je vous rappelle qu'on néglige les forces de frottement, et que la force exercée par le club de golf n'existe plus, hein, c'est du passé. Et cette seule force, c'est le poids. Donc notre résultante des forces, elle sera simplement égale au poids. Et le poids, le vecteur poids, c'est le produit de la masse fois le champ de pesanteur. Donc si on remplace ici la résultante des forces par le produit M fois G, on obtient quelque chose d'intéressant, c'est que on a M fois G qui sera égal à M fois A. Donc attention, c'est une expression vectorielle, G et A sont des vecteurs, et donc on a la masse qui intervient. Oui, mais la masse intervient des deux côtés de notre équation. On peut donc la simplifier. Je simplifie par M. Et ce geste n'est pas anodin du tout, puisque ça signifie que la masse de la balle de golf n'interviendra plus dans notre problème à partir de ce moment-là. La masse du système n'a aucune importance. Oui, il faut bien comprendre que si notre système est une balle de golf ou un hippopotame, il suivra exactement la même trajectoire. La masse n'intervient pas. Alors au départ, quand on dit les choses comme ça peut paraître très surprenant, mais il faut bien se rappeler que donner la même vitesse initiale à une balle de golf ou un hippopotame, ça ne demande pas la même force initiale. Mais si vous faites en sorte que la balle de golf et l'hippopotame décollent avec la même valeur de vitesse initiale et avec le même angle de tir, vous êtes sûr que les deux décriront exactement la même trajectoire. Deuxième fait important, lorsqu'on simplifie la masse dans cette relation, ça met en évidence quelque chose d'assez subtil, c'est que la masse qui intervient dans le terme de gauche, dans le membre de gauche, pardon, c'est une masse gravitationnelle, c'est-à-dire que cette masse, c'est celle qui est responsable du phénomène de gravitation. C'est parce que la balle a une masse qu'elle est attirée gravitationnellement par la Terre. Alors que de l'autre côté, la masse qui intervient, c'est celle qui provient du principe fondamental de la dynamique. On l'a dit précédemment, c'est une masse qui caractérise l'inertie du corps, c'est-à-dire sa tendance à résister aux changements de mouvement. Autrement dit, ces deux masses, elles ne sont pas de même nature. À gauche, en orange, une masse de nature gravitationnelle, et à droite, en rouge, une masse inertielle qui est liée à l'inertie. Eh bien, ces deux masses, on considère qu'elles sont égales en termes de valeur numérique, et donc on les simplifie. Mais c'est quelque chose qui n'est pas si évident que ça. On se retrouve donc avec une relation très simple qui nous dit que le vecteur accélération est égal au vecteur champ de pesanteur. Et voilà, c'est terminé. Nous n'irons pas plus loin dans cette partie 5. Le principe fondamental de la dynamique nous a permis de déterminer que le vecteur accélération dans le cas de notre balle de golf est égal au vecteur champ de pesanteur. Quelles vont en être les conséquences? Qu'est-ce qu'on va pouvoir en conclure? Nous le verrons dans la partie suivante. À bientôt.